Vous pensez vraiment connaître la nature humaine? Détrompez-vous. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement bouleverser votre vision de l'humanité et de vous-même. Baruch Spinoza, le philosophe le plus controversé et persécuté de l'histoire, a découvert des secrets sur l'âme humaine si révolutionnaires qu'ils ont été censurés pendant des siècles. Si vous aimez les histoires qui transforment votre perspective sur la vie, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à toucher l'écran pour nous aider à toucher encore plus de personnes avec ces vérités cachées. Imaginez un instant que vous découvriez une formule mathématique capable de prédire avec précision vos émotions les plus intimes. Imaginez que vous compreniez enfin pourquoi vous agissez parfois contre vos propres intérêts, pourquoi l'amour peut se transformer en haine et pourquoi certaines personnes rayonnent d'une joie indestructible tandis que d'autres sombrent dans une mélancolie perpétuelle. C'est exactement ce que Spinoza a accompli, mais son génie lui a coûté cher. Excommunié de sa communauté juive à 23 ans, censuré par l'Église catholique, rejeté par les protestants, ses œuvres interdites dans toute l'Europe. Pourquoi tant de haine contre un simple philosophe? Parce qu'il avait découvert des vérités tellement dérangeantes sur la nature humaine que les autorités religieuses et politiques de son époque ont tout fait pour les enterrer. Aujourd'hui, nous allons exhumer ces secrets et découvrir comment ils peuvent révolutionner votre compréhension de vous-même et des autres. Préparez-vous à un voyage qui changera à jamais votre façon de voir le monde. Le mystère révolutionnaire des émotions humaines, quand Spinoza découvre les lois secrètes de l'âme. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans marche seul dans les rues pavées, après avoir été banni de sa communauté. Baruch Spinoza vient de vivre l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Mais savez-vous ce qui l'a mené à cette rupture dramatique, sa découverte révolutionnaire sur la nature des émotions humaines? Dès son plus jeune âge, Spinoza était obsédé par une question qui le hantait. Pourquoi les êtres humains sont-ils si imprévisibles? Pourquoi un père aimant peut-il soudainement exploser de colère? Pourquoi une personne joyeuse peut-elle basculer dans la tristesse en quelques secondes? Les rabbins de son époque lui répondaient que c'était la volonté divine, que l'âme humaine était un mystère insondable réservé à Dieu. Mais Spinoza n'était pas satisfait de ces réponses. Il avait remarqué quelque chose d'extraordinaire. Nos émotions, même les plus chaotiques, semblaient suivre des patterns, des régularités. Comme un scientifique avant l'heure, il commença à observer méthodiquement les réactions émotionnelles des gens autour de lui. Un jour, en observant les marchands du port d'Amsterdam négocier leurs affaires, il eut une illumination qui allait révolutionner la compréhension de la psychologie humaine. Il remarqua qu'un marchand devenait systématiquement agressif quand il percevait une menace à ses profits, mais qu'il redevenait charmant dès que la menace disparaissait. Ce n'était pas du hasard, c'était une loi. Cette découverte le mena à une conclusion révolutionnaire. Les émotions humaines ne sont pas chaotiques, elles obéissent à des lois naturelles aussi précises que celles qui gouvernent la chute des corps ou le mouvement des planètes. Mais quelle était cette loi fondamentale qu'il avait découverte? Spinoza identifia que toute émotion humaine peut être ramenée à 3 affects primaires, la joie, la tristesse et le désir. Mais attention, ce ne sont pas de simples sentiments comme nous les concevons habituellement. Pour Spinoza, la joie est le passage d'une perfection moindre à une perfection plus grande, c'est-à-dire l'augmentation de notre puissance d'agir et de penser. La tristesse est exactement l'inverse, la diminution de cette puissance. Et le désir, c'est l'essence même de l'homme en tant qu'il est déterminé à faire quelque chose. Imaginez la révolution que cette découverte représentait. Spinoza venait de démontrer que nos émotions ne sont pas des accidents mystérieux, mais des indicateurs précis
de notre état de puissance vitale. Quand vous ressentez de la joie authentique, votre corps et votre esprit deviennent littéralement plus puissants, plus capables, plus créatifs. Quand vous ressentez de la tristesse, c'est l'inverse qui se produit. Mais comment Spinoza en était-il arrivé à cette conclusion? Il avait développé une méthode d'observation révolutionnaire. Chaque jour, il notait ses propres émotions et celles des personnes qu'il rencontrait, cherchant les causes précises de chaque changement d'humeur. Il découvrit que chaque émotion avait une cause déterminée et déterminante. Par exemple, il observa qu'un homme qui venait d'apprendre une bonne nouvelle rayonnait littéralement d'énergie. Sa posture changeait, ses yeux brillaient, ses gestes devenaient plus expressifs, ses paroles plus éloquentes. Ce n'était pas seulement psychologique, c'était physique. La joie augmentait réellement la puissance corporelle de cet homme. À l'inverse, il nota qu'une femme qui venait de subir une humiliation publique semblait physiquement diminuer. Ses épaules s'affaissaient, sa voix devenait plus faible, ses mouvements plus lents et hésitants. La tristesse diminuait réellement sa puissance d'action. Cette découverte était si dérangeante que même sa propre famille commença à s'inquiéter. Comment ? Un simple mortel prétendait avoir découvert les lois qui gouvernent l'âme humaine. N'était-ce pas là un territoire réservé à Dieu? Ses professeurs rabbiniques le convoquèrent et lui demandèrent de renier ses idées. Mais Spinoza était allé trop loin dans ses découvertes pour faire marche arrière. Il avait découvert quelque chose de plus troublant encore, le concept qu'il appellera plus tard le conatus. Observant les comportements humains avec l'œil d'un naturaliste, il réalisa que tout être vivant possède un effort fondamental pour persévérer dans son existence. Mais chez l'homme, cet effort ne se contente pas de maintenir la vie. Il cherche constamment à l'augmenter, à l'améliorer, à l'épanouir. Regardez autour de vous en ce moment même. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi regardez-vous cette vidéo? Selon Spinoza, c'est parce que quelque chose en vous sent que cette connaissance va augmenter votre puissance d'être et d'agir dans le monde. Votre conatus vous pousse constamment vers ce qui vous fait grandir et vous éloigne de ce qui vous diminue. Mais voici où les choses deviennent vraiment fascinantes. Spinoza découvrit que ce conatus, cette force vitale qui nous anime, peut être influencé et dirigé par la connaissance. Plus nous comprenons les causes de nos émotions, plus nous pouvons travailler avec elles plutôt que d'en être les victimes passives. Il raconta plus tard l'histoire d'un de ses amis, Gabriel, un homme d'affaires qui était régulièrement submergé par des accès de colère incontrôlables. Gabriel venait voir Spinoza, désespéré de ces explosions qui ruinaient ses relations et ses affaires. Ensemble, ils commencèrent à analyser méthodiquement les circonstances de chaque accès de colère. Ils découvrirent quelque chose d'extraordinaire. La colère de Gabriel était toujours déclenchée par des situations où il se sentait incompris ou méprisé. Sa colère n'était pas irrationnelle. Elle était la manifestation déformée de son besoin profond de reconnaissance et de respect. Une fois qu'il eut compris cette mécanique, Gabriel put commencer à satisfaire ce besoin de façon plus efficace et moins destructrice. Cette transformation stupéfia l'entourage de Gabriel. En quelques mois, l'homme colérique était devenu un négociateur habile et respecté. Comment était-ce possible? Spinoza avait mis au point ce qui était peut-être la première forme de thérapie psychologique scientifique de l'histoire. Mais la révolution spinozienne ne s'arrêtait pas là. Il découvrit que nos émotions suivent des lois de composition aussi précises que les lois chimiques. Quand deux personnes joyeuses se rencontrent, leur joie se renforce mutuellement. Quand une personne triste rencontre une personne joyeuse, il se produit une sorte de réaction émotionnelle complexe qui peut aller dans plusieurs directions selon la puissance relative de chaque émotion. Cette découverte expliquait enfin pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer le bonheur, tandis que d'autres attirent les problèmes. Ce n'est pas de la superstition ou de la malchance, c'est de la physique émotionnelle.
Les personnes joyeuses créent autour d'elles un champ énergétique qui favorise des interactions positives, tandis que les personnes habitées par la tristesse ou la colère créent des champs qui favorisent les conflits et les difficultés. Imaginez les implications pratiques de cette découverte. Si vous voulez améliorer votre vie, la première chose à faire n'est pas de changer vos circonstances extérieures, mais de comprendre et transformer vos patterns émotionnels internes. C'est exactement ce que Spinoza commença à enseigner discrètement à un cercle d'amis proches. Mais pourquoi ces découvertes dérangeaient-elles tant les autorités religieuses? Parce qu'elles impliquaient que l'homme peut devenir maître de ses passions par la seule force de sa compréhension, sans avoir besoin d'intervention divine miraculeuse. Pire encore, elles suggéraient que les émotions religieuses elles-mêmes, l'extase mystique, la crainte de Dieu, l'espoir du salut, obéissent aux mêmes lois naturelles que toutes les autres émotions. Le jour de son excommunication, le 27 juillet 1656, Spinoza fut accusé d'avoir des opinions abominables et des actes monstrueux. Mais en réalité, son seul crime avait été de regarder la nature humaine avec les yeux de la science plutôt qu'avec ceux de la superstition. Banni de sa communauté, Spinoza ne se découragea pas. Il s'installa dans un petit village près de La Haye et continua ses recherches. C'est là qu'il développa sa théorie la plus révolutionnaire sur les émotions, la géométrie des sentiments. L'illusion dangereuse de la liberté. Comment nous découvrons que nous sommes plus déterminés que nous le pensons. Dans sa modeste demeure de Rijnsburg, Spinoza polissait des lentilles pour gagner sa vie tout en développant secrètement la théorie la plus dévastatrice jamais conçue sur la liberté humaine. Ce qu'il découvrit était si révolutionnaire et si troublant que même aujourd'hui, 350 ans plus tard, peu de gens osent en accepter toutes les implications. Tout avait commencé par une observation simple mais déconcertante. En étudiant les comportements de ses voisins, Spinoza remarqua quelque chose d'étrange. Les gens étaient convaincus de faire des choix libres, mais leurs actions suivaient des patterns si prévisibles qu'on aurait dit qu'ils obéissaient à un programme secret. Prenez l'exemple de Johannes, le boulanger du village. Chaque matin, Johannes se levait en étant persuadé de décider librement de l'heure de son réveil, du pain qu'il allait cuire, de l'humeur qu'il allait avoir. Pourtant, Spinoza nota que Johannes se levait toujours à la même heure, quelques minutes près, cuisait toujours les mêmes types de pain dans le même ordre, et avait des variations d'humeur qui correspondaient exactement aux variations météorologiques et aux événements de sa vie personnelle. Cette observation mena Spinoza à une question terrifiante. Et si notre sentiment de liberté n'était qu'une illusion? Et si chacune de nos décisions était en réalité le résultat inévitable de causes que nous ne percevons pas? Pour tester cette hypothèse révolutionnaire, Spinoza développa une méthode d'observation qu'il appela l'analyse des causes cachées. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un prendre une décision qu'il croyait libre, il essayait d'identifier toutes les causes qui avaient pu influencer cette décision, l'éducation de la personne, ses expériences passées, son état physique du moment, les influences sociales, les circonstances immédiates. Les résultats de cette analyse étaient stupéfiants. Dans pratiquement tous les cas, Spinoza put identifier une chaîne de causes suffisante pour expliquer complètement la décision prise. La fameuse liberté de choix semblait n'être qu'un nom donné à notre ignorance des vraies causes de nos actions. Mais attention, cette découverte ne menait pas Spinoza au désespoir ou au fatalisme. Au contraire, elle l'amenait à une compréhension révolutionnaire de ce qu'est la vraie liberté. Si nous ne sommes pas libres de nos causes, nous pouvons devenir libres par la connaissance de nos causes. Voici l'exemple qui illumina cette distinction cruciale. Spinoza observait un jour un homme, Peter, qui était dans un état de rage terrible contre son voisin. Peter était convaincu d'avoir de bonnes raisons d'être en colère et de décider librement de se venger. Mais quand Spinoza analysa la situation, il découvrit que Peter n'avait pas dormi depuis 2 nuits à cause d'un bébé qui pleurait,
qu'il venait de perdre un contrat important et que le comportement inacceptable de son voisin était en réalité un malentendu. Quand Spinoza partagea cette analyse avec Peter, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La colère de Peter ne disparut pas immédiatement, mais sa nature changea complètement. Au lieu d'être une passion aveugle qui le poussait vers la vengeance, elle devint une émotion consciente qu'il pouvait observer et diriger. Peter était passé de l'esclavage passionnel à la liberté rationnelle. Cette transformation illustrait la découverte capitale de Spinoza. Nous ne sommes pas libres quand nous ignorons les causes de nos actions. Nous devenons libres quand nous les comprenons. La liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est la détermination par la connaissance plutôt que par l'ignorance. Mais Spinoza alla encore plus loin. Il découvrit que cette compréhension des causes ne nous libère pas seulement de nos passions négatives. Elle nous permet aussi de cultiver consciemment des passions positives. Quand nous comprenons ce qui nous apporte une joie authentique et durable, nous pouvons organiser notre vie pour maximiser ces conditions. Il raconta l'histoire d'Anna, une femme du village qui souffrait d'une mélancolie chronique. Anna avait consulté de nombreux médecins et prêtres sans succès. Quand elle vint voir Spinoza, il ne lui proposa ni remède ni prière, mais une enquête minutieuse sur les moments où sa mélancolie s'atténuait. Ensemble, ils découvrirent qu'Anna se sentait mieux quand elle s'occupait de son jardin, quand elle aidait les enfants du voisinage avec leurs leçons, et quand elle pouvait avoir des conversations profondes avec des amis intelligents. Sa mélancolie n'était pas une maladie mystérieuse, c'était le signal que sa nature profonde n'était pas nourrie. Une fois cette cause comprise, Anna put réorganiser sa vie pour inclure davantage de ses activités nourrissantes. En quelques mois, sa mélancolie chronique s'était transformée en une joie stable et créative. Anna n'était pas devenue libre de ses causes, elle était devenue libre par la connaissance de ses causes. Cette révolution dans la compréhension de la liberté humaine eut des implications pratiques extraordinaires. Spinoza développa ce qui était probablement la première méthode systématique d'auto-analyse psychologique. Il enseignait à ses étudiants à tenir un journal détaillé de leurs émotions et actions, en cherchant constamment à identifier les patterns et les causes. Mais pourquoi cette vision de la liberté était-elle si dangereuse pour les autorités de l'époque ? Parce qu'elle impliquait que les comportements moraux et immoraux obéissent aux mêmes lois naturelles et qu'on peut les transformer par l'éducation et la compréhension plutôt que par la punition et la menace. Plus révolutionnaire encore, elle suggérait que les comportements considérés comme péchés par la religion traditionnelle étaient souvent simplement des expressions déformées de besoins naturels légitimes. La luxure pouvait être une expression déformée du besoin d'amour et de beauté, la colère, une expression déformée du besoin de justice, l'orgueil, une expression déformée du besoin de reconnaissance. Cette approche permettait de traiter les vices non par la répression, mais par la sublimation, en trouvant des moyens plus sains et plus efficaces de satisfaire les besoins sous-jacents. C'était une révolution complète dans la compréhension de la morale humaine. Un jour, un jeune homme nommé Willem vint voir Spinoza, tourmenté par ce qu'il appelait ses tentations charnelles. Les prêtres lui avaient dit de prier et de jeûner pour surmonter ses désirs diaboliques. Mais plus Willem luttait contre ses désirs, plus il devenait obsédant et destructeur. Spinoza proposa une approche radicalement différente. Au lieu de nier ou de combattre ses désirs, il encouragea Willem à les comprendre. Qu'est-ce que ces désirs cherchaient vraiment à satisfaire? Après une analyse approfondie, ils découvrirent que derrière les tentations charnelles se cachaient des besoins légitimes, le besoin de beauté, d'intimité, de créativité et d'expression de sa vitalité. Willem apprit alors à satisfaire ces besoins de façon plus raffinée et constructive. Il se mit à étudier l'art, à cultiver des amitiés profondes, à développer ses talents créatifs et à pratiquer des activités physiques énergiques. Paradoxalement, en cessant de lutter contre ses désirs, il les transcenda naturellement. Cette transformation illustrait un principe fondamental de la psychologie spinozienne. On ne surmonte pas les passions en les niant, mais en les comprenant et en les sublimant.
C'est comme l'eau d'une rivière. Si vous essayez de l'arrêter, elle déborde et cause des inondations. Si vous la canalisez intelligemment, elle devient une source d'énergie et de beauté. Spinoza réalisa que cette même logique s'appliquait aux émotions collectives et aux mouvements sociaux. Les révolutions, les guerres, les mouvements religieux ne sont pas des événements chaotiques et imprévisibles. Ils obéissent à des lois psychologiques aussi précises que les lois physiques. Il commença à observer les patterns émotionnels des foules, la façon dont la peur, l'espoir, la colère et l'enthousiasme se propagent à travers les groupes humains. Ces observations le menèrent à développer ce qui était probablement la première théorie scientifique de la psychologie des masses. Le secret de la joie authentique révélé. Pourquoi la plupart des gens cherchent le bonheur au mauvais endroit. L'hiver 1661 fut particulièrement rigoureux dans la campagne hollandaise. Spinoza, maintenant installé dans le petit village de Voorburg, passait ses journées à polir des lentilles tout en développant sa théorie la plus révolutionnaire sur le bonheur humain. Ce qu'il découvrit cette année-là allait révolutionner notre compréhension de ce qui rend vraiment les êtres humains heureux. Tout avait commencé par une observation troublante. Spinoza remarqua que les personnes les plus riches de son village n'étaient pas nécessairement les plus joyeuses et que certaines personnes, dans des circonstances difficiles, rayonnaient d'un bonheur authentique. Comment était-ce possible? Qu'est-ce qui détermine vraiment la joie humaine? Pour résoudre cette énigme, Spinoza entreprit une enquête systématique sur la nature du bonheur. Il observa minutieusement des dizaines de personnes dans différentes situations de vie, notant leurs expressions, leurs gestes, leur énergie vitale. Il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Il existait deux types de joie, complètement différents. Le premier type, qu'il appela « plaisir passif », était effectivement lié aux circonstances extérieures. Quand quelqu'un recevait de l'argent, de la nourriture délicieuse, des compliments ou satisfaisait un désir physique, il ressentait une forme de joie. Mais Spinoza nota que ce type de joie avait des caractéristiques troublantes. Elle était temporaire, elle créait une dépendance et elle était souvent suivie d'une chute émotionnelle. Il raconta l'histoire de Marcus, un marchand prospère qui semblait avoir tout pour être heureux. Une maison magnifique, une épouse belle, des enfants en bonne santé et des affaires florissantes. Pourtant, Marcus vivait dans une anxiété constante. Il avait peur de perdre sa richesse, il était jaloux des succès de ses concurrents et chaque plaisir qu'il s'accordait le laissait insatisfait et en demande de plus. Marcus illustrait parfaitement ce que Spinoza appela l'esclavage des plaisirs externes. Plus Marcus cherchait le bonheur dans des objets extérieurs, plus il devenait dépendant d'eux, et moins il était réellement libre et joyeux. Mais Spinoza découvrit un deuxième type de joie, radicalement différent. Il l'observa d'abord chez un vieux menuisier du village, Henrik. Henrik n'était pas riche, il vivait modestement, mais il dégageait une joie tranquille et contagieuse qui illuminait tous ceux qui l'approchaient. Intrigué, Spinoza passa du temps avec Henrik pour comprendre la source de cette joie mystérieuse. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Henrik trouvait une satisfaction profonde dans l'excellence de son travail. Quand il créait un meuble parfaitement ajusté, quand il résolvait un problème technique difficile, quand il transmettait son savoir à un apprenti, Henrik expérimentait ce que Spinoza appela « joie active ». Cette joie active avait des propriétés extraordinaires. Elle se renforçait par l'usage. Elle rendait Henrik plus créatif et plus énergique. Elle était contagieuse et inspirait les autres, et elle ne dépendait d'aucune circonstance extérieure. Henrik portait sa source de joie en lui-même. Cette découverte mena Spinoza à une conclusion révolutionnaire. La joie authentique ne vient pas de ce que nous recevons, mais de ce que nous exprimons. Elle ne vient pas de la satisfaction de nos manques, mais du développement de nos potentiels. Pour vérifier cette théorie, Spinoza commença à observer d'autres personnes qui rayonnaient de cette joie active mystérieuse. Il rencontra Maria, une femme simple qui tenait une petite école pour les enfants du village. Maria n'avait pas d'argent,
pas de mari, pas de statut social, mais elle vivait dans un état de bonheur créatif constant. Quelle était la source de la joie de Maria? Spinoza découvrit qu'elle trouvait un plaisir intense à voir les enfants comprendre de nouveaux concepts, à développer leurs capacités, à les voir grandir en confiance et en compétence. Maria expérimentait ce que Spinoza appela la joie de l'augmentation d'être. Chaque fois que Maria aidait un enfant à dépasser ses limites, elle dépassait aussi ses propres limites. Chaque fois qu'elle développait la puissance d'un autre, elle développait sa propre puissance. Maria avait découvert intuitivement le secret de la joie, qui se multiplie, donnée de façon à recevoir en retour non pas des objets, mais de la croissance. Cette observation mena Spinoza à formuler ce qui est peut-être sa découverte la plus pratique. La joie authentique a une structure économique particulière. Contrairement au plaisir matériel qui diminue quand on les partage, la joie authentique augmente quand on la partage. Imaginez que vous ayez un pain et que vous le partagiez avec quelqu'un. Vous avez moins de pain. Mais imaginez que vous ayez de la joie créative et que vous la partagiez. Vous n'avez pas moins de joie, vous en avez plus. C'est ce que Spinoza appela l'économie de l'abondance émotionnelle. Cette découverte expliquait pourquoi tant de gens riches et célèbres sombrent dans la dépression. Ils ont organisé leur vie autour d'une économie de rareté émotionnelle. Ils cherchent des plaisirs qui diminuent quand on les partage, qui créent de la compétition et de l'isolement. Spinoza raconta l'histoire de son ami David, un homme qui avait passé sa vie à accumuler de l'or dans l'espoir que cette richesse lui apporterait le bonheur. Plus David accumulait, plus il devenait avare et méfiant. Il cachait son or, vivait dans la peur qu'on le lui vole et était incapable de profiter de sa richesse car la dépenser signifiait la perdre. David illustrait parfaitement la prison de l'économie de rareté. Sa joie dépendait entièrement de la possession d'objets finis et non renouvelables. Cette dépendance le condamnait à l'anxiété chronique et à l'isolement social. Mais Spinoza ne se contentait pas d'analyser ces patterns. Il développait des stratégies pratiques pour aider les gens à passer de l'économie de rareté à l'économie d'abondance émotionnelle. Il enseigna à David à transformer sa passion pour l'accumulation en passion pour le développement. Au lieu d'accumuler de l'or, David apprit à accumuler des compétences, des connaissances, des relations créatives et des capacités d'expression. Ces nouveaux trésors avaient la propriété magique de se multiplier quand on les utilisait et de grandir quand on les partageait. La transformation de David fut spectaculaire. En quelques années, il était devenu l'un des hommes les plus joyeux et les plus généreux du village. Il avait découvert ce que Spinoza appela l'alchimie de la joie durable. Mais cette alchimie avait-elle des lois précises? Spinoza découvrit que oui. Il identifia 3 conditions nécessaires pour générer de la joie active durable. L'expression de nos capacités naturelles, la connexion créative avec d'autres êtres et la contribution à quelque chose qui nous dépasse. La première condition expliquait pourquoi tant de gens sont malheureux dans des emplois qui ne correspondent pas à leur talent naturel. Quand nous utilisons nos capacités authentiques, nous ressentons automatiquement de la joie, car nous exprimons notre nature profonde. La deuxième condition expliquait pourquoi l'isolement social rend malheureux même les personnes les plus riches. Nous sommes des êtres fondamentalement relationnels et nos joies les plus profondes naissent dans le partage créatif avec d'autres consciences. La troisième condition expliquait pourquoi les vies purement égoïstes mènent au vide existentiel. Nous avons besoin de sentir que notre existence contribue à quelque chose qui nous survivra et nous dépassera. Spinoza testa ces théories en créant ce qu'il appela des expériences de joie contrôlées. Il encourageait des volontaires à passer du temps chaque jour dans des activités qui réunissaient ces 3 conditions, puis observer les changements dans leur énergie vitale et leur bien-être général. Les résultats étaient remarquables. Même des personnes qui avaient souffert de mélancolie chronique commençaient à rayonner d'une vitalité nouvelle quand elles organisaient leur vie autour de ces principes de joie active.
Une de ces expériences impliquait Elisabeth, une veuve qui était tombée dans une profonde dépression après la mort de son mari. Elisabeth était convaincue que sa capacité de bonheur était morte avec lui. Spinoza proposa à Elisabeth d'identifier ses talents naturels les plus authentiques. Ensemble, ils découvrirent qu'Elisabeth avait un don extraordinaire pour comprendre et consoler les gens dans la douleur. Elle avait développé cette capacité en prenant soin de son mari malade, mais n'avait jamais pensé qu'elle pourrait en faire quelque chose de plus grand. Spinoza encouragea Elisabeth à commencer à visiter d'autres personnes endeuillées du village, à partager son expérience et sa sagesse. Au début, Elisabeth résista, pensant qu'elle n'avait rien à offrir dans son état de tristesse. Spinoza raconta l'histoire de son ami Jacques, un homme qui était tombé éperdument amoureux d'une femme libre et indépendante nommée Catherine. Au début, Jacques était attiré précisément par la vitalité et l'autonomie de Catherine. Mais progressivement, sa peur de la perdre le poussa à essayer de la contrôler. Il devint jaloux de ses amitiés, critique de ses intérêts personnels, possessif de son temps. Plus il essayait de la posséder, plus Catherine perdait cette vitalité qui l'avait rendu amoureux d'elle. Finalement, elle le quitta, mais pas avant d'être devenue une version diminuée d'elle-même. Jacques avait détruit son propre bonheur par incompréhension de la nature de l'amour. Il avait confondu aimer avec posséder, et cette confusion avait produit exactement le résultat qu'il craignait le plus. Mais Spinoza ne se contentait pas d'analyser les échecs amoureux, il développait une science de l'amour réussi. Il identifia les conditions nécessaires pour qu'un amour augmente réellement la puissance des deux partenaires au lieu de la diminuer. La première condition était ce qu'il appela l'amour de la nature de l'autre, plutôt que l'amour de l'effet de l'autre sur soi. Cela signifie aimer ce que l'autre est authentiquement, pas seulement ce qu'il nous apporte. Pour illustrer cette distinction, Spinoza raconta l'histoire d'Anna et de Pieter, un couple qui avait réussi à créer ce qu'il considérait comme un amour véritablement libérateur. Anna était naturellement contemplative et studieuse, tandis que Pieter était actif et sociable. Au lieu d'essayer de changer l'autre pour qu'il lui ressemble, chacun apprenait à apprécier et nourrir la nature authentique de son partenaire. Anna encourageait les activités sociales de Peter, même quand elle préférait rester seule, parce qu'elle voyait comme il s'épanouissait dans ses interactions. Peter protégeait les moments de solitude d'Anna, même quand il aurait aimé sa compagnie, parce qu'il voyait comme elle devenait plus créative et plus sage dans la contemplation. Cette dynamique créait ce que Spinoza appela l'amour multiplicateur. Au lieu de diminuer l'un pour augmenter l'autre, cet amour augmentait les deux simultanément. Anna devenait plus contemplative et sage, Peter plus sociable et énergique, et leur union devenait plus riche et plus créative. Mais comment développer cette capacité d'aimer la nature authentique de l'autre? Spinoza découvrit que cela requiert d'abord une connaissance profonde de sa propre nature. Nous ne pouvons apprécier la différence de l'autre que si nous acceptons notre propre singularité. Cette découverte l'amena à analyser un phénomène particulièrement destructeur, l'envie amoureuse. Pourquoi certaines personnes sont-elles systématiquement attirées par des partenaires qui les font souffrir, alors qu'elles ignorent ceux qui pourraient les rendre heureuses? Spinoza identifia que l'envie amoureuse naît souvent d'une méconnaissance de sa propre nature. La personne est attirée par des qualités qu'elle admire, mais qu'elle croit ne pas posséder. Elle espère inconsciemment acquérir ces qualités en s'unissant à quelqu'un qui les possède. Mais cette stratégie est vouée à l'échec parce qu'elle est basée sur une illusion. On ne peut pas acquérir les qualités de l'autre par osmose amoureuse. Au contraire, cette dynamique crée souvent de la frustration et du ressentiment. Spinoza raconta l'histoire de Hendrik, un homme timide et introverti qui était constamment attiré par des femmes extraverties et socialement brillantes. Hendrik espérait secrètement que leur éclat social déteindrait sur lui. Mais dans chaque relation, il finissait par se sentir diminué par contraste avec leur aisance sociale. La solution que Spinoza proposa à Hendrik était révolutionnaire.
Au lieu de chercher chez l'autre ce qu'il croyait ne pas avoir, il devait d'abord développer sa propre version de ses qualités. Hendrik avait sa propre forme d'intelligence sociale, plus subtile et profonde que l'extraversion classique. Une fois qu'il eut développé cette qualité authentique, il devint naturellement attiré par des partenaires qui complétaient sa nature au lieu de la menacer. Cette approche transformait complètement la dynamique amoureuse. Au lieu d'être basée sur le manque et la dépendance, elle devenait basée sur l'abondance et la complémentarité créative. Mais Spinoza découvrit un aspect encore plus troublant de la psychologie amoureuse, le rôle de l'imitation des affects dans l'attraction. Nous sommes naturellement attirés par les personnes qui ressentent des émotions intenses, même si ces émotions ne nous concernent pas directement. Cette découverte expliquait l'attraction fatale pour les personnalités dramatiques. Ces personnes qui vivent dans des intensités émotionnelles constantes. Leur intensité nous fascine et nous fait sentir plus vivants par contagion émotionnelle. Mais Spinoza observa que cette attraction peut être dangereuse si elle n'est pas consciente. Nous pouvons nous retrouver pris dans les drames émotionnels de l'autre sans même nous en rendre compte, perdant notre propre centre et notre propre paix. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chaque fois qu'Élisabeth aidait quelqu'un d'autre à travers sa propre douleur se transformait. Elle ne disparaissait pas, mais elle devenait créative et constructive. Élisabeth développait ce que Spinoza appela l'art de transformer la souffrance en sagesse. En quelques mois, Élisabeth était devenue une figure respectée dans la communauté, connue pour sa capacité à apporter réconfort et perspective aux personnes traversant des épreuves difficiles. Sa propre tristesse s'était transformée en une joie profonde et durable, nourrie par sa capacité à aider les autres. Cette transformation illustrait parfaitement la découverte spinozienne la plus révolutionnaire sur la joie. Nos douleurs les plus profondes, quand elles sont comprises et sublimées, deviennent souvent les sources de nos joies les plus authentiques et durables. Êtes-vous en train de réaliser que tout ce qu'on vous a dit sur le bonheur était peut-être faux? Que la joie véritable ne vient pas de ce que vous accumulez, mais de ce que vous exprimez? Ces découvertes de Spinoza sur la nature du bonheur humain continuent de révolutionner nos vies aujourd'hui. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ces révélations les plus troublantes. Dans la prochaine partie de cette exploration extraordinaire, nous découvrirons comment Spinoza a décodé la mécanique secrète de l'amour et de la haine, révélant pourquoi nos émotions les plus intenses suivent des lois aussi précises que la chimie. Préparez-vous à découvrir des vérités sur vos propres sentiments que vous n'avez jamais soupçonnées. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation quand l'amour se transforme soudainement en haine? Quand une personne qui vous faisait vibrer de joie devient celle qui vous inspire le plus de répulsion? Ce mystère qui a hanté l'humanité pendant des millénaires était sur le point d'être résolu par un homme solitaire dans les plaines glacées de Hollande. Si vous êtes passionné par les découvertes qui révèlent les secrets les plus intimes de la nature humaine, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation de cette enquête extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées. Et si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à interagir avec l'écran. Cela nous aide énormément à partager ces découvertes révolutionnaires avec encore plus de personnes. La mécanique secrète de l'amour et de la haine. Comment les émotions extrêmes révèlent notre véritable nature. Warburg, hiver 1662. Dans sa petite chambre éclairée à la chandelle, Spinoza observait par la fenêtre un drame qui se jouait dans la rue. Un homme et une femme se disputaient violemment, leurs visages déformés par une rage qui semblait disproportionnée par rapport à l'objet apparent de leur conflit. Mais ce qui fascina Spinoza, c'était l'intensité de leur émotion. Cette haine brûlante révélait quelque chose de profond sur la nature de leurs sentiments passés. Comment deux êtres qui s'étaient probablement aimés passionnément pouvaient-ils maintenant se haïr avec une telle férocité?
Cette observation déclencha chez Spinoza une enquête qui allait révéler les lois les plus troublantes de la psychologie humaine. Spinoza commença par analyser ses propres expériences amoureuses. Il se rappela Rebecca, une jeune femme qu'il avait aimée dans sa jeunesse, avant son excommunication. Cet amour avait été intense, presque obsessionnel. Il pensait à elle constamment, idéalisait chacun de ses gestes, trouvait en sa présence une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais que s'était-il réellement passé dans son esprit et dans son corps pendant cette période ? Spinoza se mit à analyser rétrospectivement ses états intérieurs avec la précision d'un anatomiste. Il découvrit quelque chose de troublant. Son amour pour Rebecca n'était pas seulement dirigé vers elle en tant que personne unique, mais vers l'effet qu'elle produisait sur lui. Rebecca augmentait sa joie, sa vitalité, son sentiment de puissance. En sa présence, il se sentait plus intelligent, plus créatif, plus vivant. Son amour était en réalité l'amour de sa propre augmentation d'être. Cette découverte était révolutionnaire. Nous n'aimons pas seulement l'autre, nous aimons ce que l'autre fait de nous. Cette révélation expliquait pourquoi l'amour peut si facilement se transformer en haine. Si l'être aimé cesse d'augmenter notre joie et commence à la diminuer, le même mécanisme psychologique qui produisait l'amour va maintenant produire la haine. Nous haïssons ce qui diminue notre puissance d'être aussi intensément que nous aimons ce qui l'augmente. Pour vérifier cette théorie, Spinoza entreprit une enquête discrète auprès de plusieurs couples du village. Il découvrit des patterns remarquablement constants. Les couples heureux étaient ceux où chaque partenaire augmentait réellement la puissance de l'autre. Sa créativité, sa confiance, sa joie de vivre, sa capacité d'action dans le monde. Inversement, les couples malheureux étaient ceux où les partenaires diminuaient mutuellement leur puissance, par la jalousie, le contrôle, la critique destructive, ou simplement par l'incompatibilité de leur nature profonde. Mais Spinoza découvrit quelque chose de plus troublant encore. Il remarqua que même dans les relations destructrices, il y avait souvent une forme d'addiction émotionnelle. Comment était-ce possible ? Comment peut-on être attiré par ce qui nous fait du mal ? L'explication qu'il découvrit était aussi géniale qu'effrayante. Dans certaines relations toxiques, la dynamique de diminution-augmentation de puissance devient cyclique. La personne nous fait d'abord souffrir, diminution, puis nous soulage de cette souffrance, augmentation relative. Ce cycle crée une dépendance émotionnelle aussi puissante qu'une drogue. Spinoza observa ce pattern chez Thomas et Margareta, un couple du village dont les disputes violentes étaient suivies de réconciliations passionnées. Thomas diminuait d'abord la puissance de Margareta par ses critiques et sa jalousie maladive, la plongeant dans la tristesse et l'insécurité. Puis il la sauvait de cette tristesse par ses excuses et ses démonstrations d'amour. Margareta vivait dans un cycle émotionnel où Thomas était à la fois la source de sa souffrance et de son soulagement. Cette dynamique créait une dépendance si forte qu'elle ne pouvait pas imaginer vivre sans lui, même en sachant qu'il la rendait malheureuse. Cette découverte menait Spinoza à une distinction cruciale entre deux types d'amour, l'amour libérateur et l'amour possessif. L'amour libérateur cherche réellement à augmenter la puissance de l'être aimé, même si cela signifie qu'il pourrait choisir de partir. L'amour possessif cherche à contrôler l'être aimé, à diminuer sa liberté pour s'assurer de sa présence. Paradoxalement, l'amour possessif détruit ce qu'il prétend chérir. En diminuant la liberté et la puissance de l'être aimé, il diminue précisément ce qui le rendait aimable au départ. C'est pourquoi tant de relations passionnées se terminent dans l'amertume et la déception. Il développa donc des techniques pour distinguer entre l'intensité créative et l'intensité destructrice chez un partenaire potentiel. L'intensité créative augmente la capacité d'action et de création, tandis que l'intensité destructrice se nourrit de conflits et de chaos. Cette distinction était cruciale parce qu'elle permettait de naviguer consciemment dans le monde complexe de l'attraction émotionnelle, en cherchant des partenaires dont l'intensité était réellement nourrissante
plutôt que simplement excitante. Le mystère de la mente collective dévoilée. Comment comprendre la psychologie des masses et de la société été 1665. La peste bubonique ravageait l'Europe, et Spinoza observait depuis sa fenêtre les transformations extraordinaires qui s'opéraient dans la psychologie collective de son village. Des voisins habituellement bienveillants devenaient soupçonneux et hostiles. Des personnes rationnelles sombraient dans la superstition la plus irrationnelle. Comment expliquer ces métamorphoses collectives de la conscience humaine? Cette crise sanitaire offrait à Spinoza un laboratoire naturel pour étudier ce phénomène qui l'intriguait depuis longtemps. Comment les êtres humains, quand ils se rassemblent, créent-ils des formes de conscience collective qui transcendent la somme de leur conscience individuelle? Spinoza avait déjà observé ce phénomène dans les synagogues de sa jeunesse, où des individus paisibles pouvaient soudainement être emportés par des vagues d'extase mystique collective. Il l'avait vu dans les marchés d'Amsterdam, où la panique financière se propageait comme un incendie, transformant des commerçants expérimentés en moutons affolés. Mais la peste lui offrait l'opportunité d'étudier ce phénomène de façon plus systématique. Il commença à tenir un journal détaillé des transformations psychologiques qu'il observait dans sa communauté. Sa première découverte fut stupéfiante. Les émotions se propagent entre les êtres humains selon des lois aussi précises que celles qui gouvernent la contagion des maladies physiques. Une personne en état de peur intense peut infecter des dizaines d'autres personnes avec sa peur, même si ces personnes n'ont aucune raison objective d'avoir peur. Spinoza observa ce phénomène chez son voisin Wilhelm, un homme habituellement calme et rationnel. Quand Wilhelm entendit une rumeur selon laquelle la peste était causée par l'empoisonnement des puits par des étrangers, il ne crut pas immédiatement à cette histoire. Mais au fur et à mesure qu'il rencontrait d'autres personnes qui partageaient cette peur, Wilhelm commença lui aussi à ressentir une anxiété croissante. En quelques jours, Wilhelm était devenu un des propagateurs les plus actifs de cette rumeur paranoïaque. Il n'avait pas été convaincu par des preuves rationnelles, mais par contagion émotionnelle. La peur des autres était devenue sa propre peur. Cette observation mena Spinoza à identifier ce qu'il appela l'imitation des affects. Les êtres humains ont une tendance naturelle et inconsciente à reproduire les émotions qu'ils perçoivent chez autrui. Cette capacité, qui peut être positive dans certains contextes, devient dangereuse quand elle opère sans conscience ni discernement. Mais pourquoi les humains ont-ils développé cette capacité d'imitation émotionnelle? Spinoza théorisa que c'était originellement un mécanisme de survie. Dans un groupe, si un membre détecte un danger et ressent de la peur, il est avantageux pour tous les autres membres de capter cette peur rapidement, même sans voir directement le danger. Le problème, observa Spinoza, c'est que dans les sociétés complexes modernes, ce mécanisme primitif peut être déclenché par des dangers imaginaires ou manipulés. Une fois qu'une émotion intense commence à circuler dans un groupe, elle tend à s'amplifier et à se déformer, créant ce que Spinoza appela les tempêtes émotionnelles collectives. Il documenta minutieusement une de ces tempêtes qui frappa son village. Tout commença quand une femme âgée, Gertrude, mourut subitement. Dans des circonstances normales, cette mort aurait été attribuée à son grand âge et à sa santé fragile. Mais dans le contexte de la peste, elle fut immédiatement interprétée comme un signe sinistre. Cette interprétation se propagea de maison en maison, s'amplifiant à chaque transmission. Bientôt, la mort de Gertrude était devenue la preuve que la peste avait atteint le village. Cette croyance créa une peur collective si intense que plusieurs personnes développèrent des symptômes physiques de stress qu'elles interprétèrent comme les premiers signes de la maladie. Spinoza observa fasciné comment cette peur collective créait sa propre réalité. Les gens devenaient réellement malades, non pas de la peste, mais de la peur de la peste. La conscience collective du village avait créé une forme de maladie psychosomatique de masse. Cette observation le mena à une découverte révolutionnaire. Les groupes humains développent des formes de conscience qui ont leur propre logique, leurs propres émotions et leurs propres patterns de pensée.
Un groupe en état de panique collective pense différemment qu'un groupe en état de joie collective. Pour tester cette théorie, Spinoza entreprit une expérience audacieuse. Il décida d'essayer de transformer consciemment l'état émotionnel collectif de son village. Au lieu de se contenter d'observer passivement la propagation de la peur, il allait tenter de propager un antidote émotionnel. Spinoza commença par identifier les individus les plus influents du village, non pas nécessairement les plus riches ou les plus éduqués, mais ceux vers qui les autres se tournaient naturellement en période d'incertitude. Il entreprit de les rencontrer individuellement pour partager avec eux une perspective différente sur la situation. Au lieu de nier la réalité de la peste ou de minimiser les dangers, Spinoza proposait une approche qu'il appela la peur créative, opposée à la peur destructrice. La peur créative reconnaît les dangers réels, mais canalise l'énergie émotionnelle vers des actions constructives et collaboratives. Il suggéra par exemple d'organiser des groupes d'entraide pour les personnes les plus vulnérables, de mettre en place des mesures d'hygiène collective rationnelles et de créer des espaces de communication ouvertes où les rumeurs pouvaient être vérifiées avant de se propager. Lentement, Spinoza vit l'état émotionnel de son village se transformer. La peur paranoïaque cédait la place à une vigilance constructive. Les gens restaient conscients des dangers, mais canalisaient leur énergie vers des solutions collaboratives plutôt que vers des boucs émissaires. Cette expérience confirma une des découvertes les plus importantes de Spinoza sur la psychologie collective. On ne combat pas une émotion collective destructrice en la niant ou en l'opposant directement, mais en proposant une émotion alternative plus puissante et plus constructive. Mais Spinoza observa aussi les limites de cette approche. Certaines personnes semblaient immunisées contre les transformations positives de la conscience collective. Elles restaient accrochées à leur peur et à leur colère, même quand l'environnement émotionnel général s'améliorait. En étudiant ces résistants émotionnels, Spinoza découvrit qu'ils partageaient certaines caractéristiques. Ils avaient tendance à définir leur identité en opposition à quelque chose ou quelqu'un. Ils tiraient un sentiment de supériorité de leur souffrance et ils avaient peur de perdre leur individualité dans le bien-être collectif. Cette découverte l'amena à développer ce qu'il appela la théorie des identités négatives. Certaines personnes construisent leur sens de soi autour de ce qu'elles rejettent plutôt qu'autour de ce qu'elles embrassent. Cette forme d'identité crée une résistance inconsciente au bonheur et à la paix, car ces états menacent la structure même de leur personnalité. Spinoza raconta l'histoire de Johannes, un homme du village qui était devenu célèbre pour ses critiques permanentes de tout et de tous. Johannes était intelligent et observateur, mais il utilisait ses qualités exclusivement pour identifier les défauts et les problèmes. Il était devenu accro à l'indignation. Quand l'atmosphère du village commença à s'améliorer grâce aux initiatives collectives, Johannes devint paradoxalement plus malheureux. Son identité était si liée à son rôle de critique que l'amélioration générale le privait de sa raison d'être. Spinoza comprit que pour aider Johannes, il fallait lui offrir une façon de préserver son sens de l'identité tout en transformant la direction de son attention. Au lieu d'identifier les problèmes pour les critiquer, Johannes pouvait identifier les problèmes pour les résoudre. Cette transformation demanda des mois de conversation patiente, mais elle finit par porter ses fruits. Johannes découvrit qu'il pouvait conserver son acuité critique tout en l'orientant vers des fins constructives. Il devint un des membres les plus précieux de la communauté, capable de repérer les problèmes naissants et de proposer des solutions créatives. Cette expérience enseigna à Spinoza une leçon cruciale sur la transformation des consciences collectives. On ne peut pas simplement éliminer les éléments négatifs d'un groupe. Il faut les transformer en leur donnant une fonction constructive. Mais ses observations pendant la peste lui révélèrent aussi des aspects plus sombres de la psychologie collective. Il vit comment la peur pouvait être instrumentalisée par des individus manipulateurs pour obtenir du pouvoir et du contrôle sur les autres.
Il observa par exemple comment certains prêcheurs utilisaient la peur de la peste pour augmenter leur influence, comment certains commerçants créaient artificiellement des pénuries pour augmenter leurs profits et comment certains leaders politiques utilisaient la crise pour justifier des mesures autoritaires. Ces observations l'amenèrent à développer ce qu'il appela la théorie de la manipulation des affects collectifs. Les émotions collectives, parce qu'elles court-circuitent souvent la réflexion rationnelle individuelle, peuvent être facilement exploitées par ceux qui comprennent leur mécanique. Spinoza identifia plusieurs techniques classiques de manipulation émotionnelle collective: l'amplification des peurs réelles, la création de boucs émissaires, la promesse de solutions simples à des problèmes complexes et l'exploitation du besoin d'appartenance groupale. Mais il ne se contentait pas d'identifier ces techniques, il développait des antidotes. Comment un individu peut-il préserver son autonomie de pensée et d'émotion au sein d'un groupe sans se couper complètement de la vie collective? Sa réponse était ce qu'il appela la participation consciente. Au lieu de subir passivement les émotions collectives ou de s'en isoler complètement, l'individu mature apprend à participer activement à la conscience collective tout en conservant son centre individuel. Cette capacité demande un développement personnel considérable. Il faut avoir développé une connaissance profonde de ses propres patterns émotionnels pour pouvoir distinguer entre ces émotions authentiques et celles qui viennent de la contagion collective. La science interdite de la persuasion. Comment Spinoza déchiffra l'art d'influencer les cœurs et les esprits. Automne 1670. Spinoza venait de publier anonymement son traité théologico-politique, un ouvrage si révolutionnaire qu'il fut immédiatement interdit dans toute l'Europe. Mais ce qui rendait ce livre si dangereux n'était pas seulement son contenu, c'était sa forme. Spinoza avait développé un art de l'écriture si persuasif qu'il pouvait changer la vision du monde de ses lecteurs sans qu'ils s'en rendent compte. Comment un philosophe exilé et censuré avait-il réussi à développer des techniques de communication si puissantes? La réponse se trouvait dans ses années d'observation minutieuse de la psychologie humaine et dans sa compréhension profonde de ce qu'il appelait la géométrie secrète de la persuasion. Tout avait commencé par une frustration. Spinoza avait développé des idées révolutionnaires sur la nature humaine, mais il s'était rendu compte que la simple présentation logique de ces idées ne suffisait pas à convaincre les gens. Même quand ses arguments étaient irréfutables, ses interlocuteurs trouvaient des moyens de les rejeter ou de les ignorer. Cette résistance l'intriguait. Pourquoi les êtres humains résistent-ils si souvent à des idées qui pourraient améliorer leur vie? Pourquoi préfèrent-ils parfois s'accrocher à des croyances qui les font souffrir plutôt que d'adopter des perspectives qui pourraient les libérer? Pour résoudre cette énigme, Spinoza entreprit une étude systématique de ce qu'il appela la résistance au changement conceptuel. Il observa des dizaines de conversations où des personnes étaient confrontées à des idées nouvelles, notant leurs réactions verbales et non verbales. Sa première découverte fut troublante. La résistance aux idées nouvelles n'est généralement pas rationnelle, elle est émotionnelle. Quand une idée nouvelle menace la vision du monde d'une personne, cette personne ressent une forme de peur viscérale, comme si son identité même était attaquée. Cette observation l'amena à une révélation cruciale. Pour communiquer efficacement des idées transformatrices, il ne suffit pas de s'adresser à l'intelligence rationnelle. Il faut d'abord comprendre et rassurer l'intelligence émotionnelle. Spinoza développa alors ce qu'il appela l'art de la persuasion empathique. Au lieu de présenter immédiatement ses conclusions révolutionnaires, il commençait par comprendre profondément la vision du monde de son interlocuteur, ses peurs, ses espoirs, ses besoins fondamentaux. Il raconta plus tard l'histoire de sa conversation avec Franciscus, un prêtre catholique intelligent mais fermement attaché à ses dogmes religieux. Au lieu d'attaquer directement les croyances de Franciscus, Spinoza commença par explorer avec lui ce que ces croyances lui apportaient de positif. Ensemble, ils découvrirent que la foi de Franciscus lui donnait un sens du sacré, une communauté d'appartenance et une espérance face à la souffrance.
Ces besoins étaient parfaitement légitimes et compréhensibles. Le problème n'était pas ces besoins eux-mêmes, mais les moyens particuliers que Franciscus utilisait pour les satisfaire. Une fois que Spinoza eut validé ses besoins fondamentaux, il put proposer des façons alternatives de les satisfaire, des façons qui étaient à la fois plus rationnelles et potentiellement plus nourrissantes. Franciscus ne se sentait plus attaqué dans son identité, il se sentait aidé dans son évolution. Cette approche était révolutionnaire parce qu'elle transformait l'adversaire en collaborateur. Au lieu d'essayer de détruire les croyances de l'autre, Spinoza les sublimait, il gardait ce qu'elles avaient de nourrissant tout en éliminant ce qu'elles avaient de limitant. Mais Spinoza découvrit aussi que la persuasion efficace ne dépend pas seulement du contenu du message, mais de l'état d'être de celui qui communique. Les gens ne sont pas seulement influencés par ce que nous disons, ils sont influencés par ce que nous sommes. Cette découverte l'amena à développer ce qu'il appela l'autorité de la cohérence. Les personnes les plus persuasives ne sont pas nécessairement les plus éloquentes ou les plus intelligentes. Ce sont celles dont les paroles, les émotions et les actions sont parfaitement alignées. Spinoza observa ce phénomène chez un marchand du village, Abraham, qui réussissait toujours à obtenir les meilleurs prix dans ses négociations sans jamais utiliser de pression ou de manipulation. Le secret d'Abraham était simple. Il était parfaitement sincère dans toutes ses interactions. Quand Abraham disait qu'un produit était de bonne qualité, c'était parce qu'il le croyait vraiment. Quand il proposait un prix, c'était parce qu'il le considérait vraiment comme juste. Cette sincérité créait une confiance immédiate chez ses interlocuteurs, qui se sentaient en sécurité dans leurs transactions avec lui. Cette observation mena Spinoza à une conclusion révolutionnaire. La persuasion authentique ne peut pas être séparée du développement personnel. Pour influencer positivement les autres, nous devons d'abord nous transformer nous-mêmes. Mais il découvrit aussi des aspects plus sombres de l'art de la persuasion. Il observa comment certains individus utilisaient leur compréhension de la psychologie humaine pour manipuler et exploiter les autres plutôt que pour les aider. Il étudia par exemple les techniques d'un charlatan qui visitait régulièrement son village, se faisant passer pour un guérisseur miraculeux. Cet homme était un maître dans l'art d'identifier et d'exploiter les vulnérabilités émotionnelles des gens. Le charlatan commençait toujours par créer ce que Spinoza appela un état de réceptivité désespérée. Il identifiait les personnes les plus souffrantes, validait leur douleur de façon théâtrale, puis créait un sentiment d'urgence et d'espoir. Ces guérisons étaient en réalité des manipulations psychologiques sophistiquées. Il utilisait le pouvoir de suggestion, l'effet placebo et la pression sociale pour créer des améliorations temporaires qui renforçaient sa crédibilité. Cette observation troubla profondément Spinoza. Les mêmes techniques qui pouvaient être utilisées pour aider et libérer les gens pouvaient aussi être utilisées pour les exploiter et les asservir. Comment distinguer entre persuasion éthique et manipulation destructrice? Sa réponse fut de développer ce qu'il appela les critères de la persuasion libératrice. La vraie persuasion augmente l'autonomie et la puissance de celui qui est persuadé, tandis que la manipulation les diminue. Quand Spinoza persuadait quelqu'un d'adopter une nouvelle perspective, cette personne devenait plus capable de penser par elle-même, plus créative, plus joyeuse, plus libre. Quand le charlatan persuadait ses victimes, elles devenaient plus dépendantes, plus craintives, plus limitées dans leurs capacités. Cette distinction était cruciale parce qu'elle permettait d'utiliser l'art de la persuasion de façon éthique et constructive. La persuasion devenait un outil d'éducation et de libération, plutôt qu'un instrument de contrôle et d'exploitation. Mais Spinoza découvrit aussi que la persuasion la plus puissante n'est souvent pas directe. Les gens résistent aux tentatives explicites de les changer, mais ils sont naturellement attirés par les exemples vivants de ce qu'ils pourraient devenir. Cette découverte l'amena à développer ce qu'il appela la persuasion par incarnation. Au lieu d'essayer de convaincre les gens avec des mots, il incarnait les qualités et les perspectives qu'il voulait partager. Quand les gens voyaient la paix, la joie
et la sagesse que Spinoza avait développée grâce à sa philosophie, il devenait naturellement curieux de comprendre comment il pourrait développer ces mêmes qualités. Spinoza n'avait pas besoin de les persuader, il venait de le chercher. Cette approche était infiniment plus efficace que tous les arguments rationnels, parce qu'elle s'adressait aux aspirations profondes des gens plutôt qu'à leur résistance consciente. Mais incarner des qualités authentiques demande un travail personnel considérable. Spinoza passa des années à développer la cohérence entre ses idées et sa façon de vivre, transformant sa propre existence en œuvre d'art philosophique. Cette transformation personnelle eut des effets remarquables sur sa capacité d'influence. Sans jamais chercher le pouvoir ou la célébrité, Spinoza devint l'un des penseurs les plus influents de son époque, attirant des étudiants et des correspondants de toute l'Europe. Sa réputation se basait non pas sur sa rhétorique ou son charisme, mais sur l'évidence de sa sagesse pratique. Les gens voyaient qu'il avait trouvé des réponses authentiques aux questions les plus profondes de l'existence humaine, et ils voulaient apprendre comment faire de même. Cette influence par incarnation était aussi plus durable que l'influence par manipulation. Les personnes inspirées par l'exemple de Spinoza développaient leur propre capacité de sagesse et de joie, devenant à leur tour des sources d'inspiration pour d'autres. Ainsi se créait ce que Spinoza appela les cercles concentriques de transformation. Une personne qui développe authentiquement sa sagesse et sa joie influence naturellement son entourage proche, qui influence à son tour un cercle plus large, créant des ondes de transformation qui peuvent traverser des générations. Cette découverte révélait le véritable pouvoir de la persuasion éthique. Elle ne cherche pas à contrôler ou à dominer, mais à inspirer et à libérer. Elle ne crée pas des suiveurs dépendants, mais des individus autonomes et créatifs. Réalisez-vous maintenant la portée révolutionnaire de ces découvertes? Spinoza n'avait pas seulement décodé les mécanismes secrets de l'amour, de la psychologie collective et de la persuasion, il avait créé une science complète de la transformation humaine. Mais nous approchons maintenant de ses révélations les plus profondes sur la nature de la sagesse et le mystère de l'éternité dans le temps. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient changer à jamais votre compréhension de ce que signifie être pleinement humain. Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que votre vie n'était qu'un fragment d'une histoire beaucoup plus vaste, que quelque chose en vous touche à une dimension qui transcende le temps et l'espace? Ce pressentiment mystérieux était sur le point d'être élucidé par l'homme le plus extraordinaire du XVIIe siècle. Un homme qui avait découvert comment accéder à l'éternité depuis l'intérieur du temps. Si vous êtes fasciné par les découvertes qui révèlent les dimensions les plus profondes de l'existence humaine, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation de cette exploration extraordinaire. Partagez dans les commentaires de quel pays vous nous écoutez et à quel moment de votre journée vous découvrez ces vérités révolutionnaires. Et si vous suivez cette aventure depuis votre smartphone, touchez l'écran pour nous aider à partager ces découvertes transformatrices avec encore plus de chercheurs de vérité. Le chemin secret vers la sagesse, les étapes cachées de l'évolution de la conscience humaine, la Haye, printemps 1675. Baruch Spinoza, maintenant âgé de 42 ans, savait qu'il approchait de la fin de sa vie. Ses poumons, affaibli par des années d'inhalation de poussière de verre lors du polissage des lentilles, lui donnait de moins en moins de répit. Mais paradoxalement, c'est à cette période que ses découvertes sur la nature de la sagesse humaine atteignirent leur apogée. Comment un homme conscient de sa mortalité imminente pouvait-il rayonner d'une sérénité si profonde qu'elle transformait tous ceux qui l'approchaient? Quel secret avait-il découvert sur la sagesse qui lui permettait de transcender la peur de la mort et de vivre chaque moment avec une intensité lumineuse? La réponse se trouvait dans sa découverte révolutionnaire de ce qu'il appelait les 3 étages de la connaissance humaine. Cette classification n'était pas une théorie abstraite, mais le résultat de décennies d'observations minutieuses de l'évolution de sa propre conscience et de celle des personnes qui l'accompagnaient.
Tout avait commencé par une question troublante qui l'obsédait depuis sa jeunesse. Pourquoi certaines personnes semblent-elles naturellement sages, tandis que d'autres, malgré une intelligence remarquable, restent prisonnières de patterns de souffrance répétitifs? Qu'est-ce qui distingue vraiment la sagesse de la simple érudition? Pour résoudre cette énigme, Spinoza entreprit ce qu'il appelait l'archéologie de la sagesse. Il étudia des dizaines de personnes qu'il considérait comme véritablement sages, cherchant les patterns communs dans leur développement intérieur. Sa première découverte fut stupéfiante. La sagesse ne s'acquiert pas par accumulation d'informations, mais par transformation de la qualité de notre attention. Les personnes sages n'étaient pas nécessairement celles qui savaient le plus de choses, mais celles qui percevaient la réalité de façon plus claire et plus directe. Cette observation le mena à identifier le premier niveau de connaissance, qu'il appela la connaissance par oui-dire. À ce niveau, nous croyons savoir quelque chose parce qu'on nous l'a dit, parce que nous l'avons lu ou parce que tout le monde le sait. Cette forme de connaissance est passive et souvent inexacte. Spinoza illustra ce niveau avec l'histoire de Marcus, un homme du village, qui était convaincu de tout savoir sur l'amour parce qu'il avait lu de nombreux traités sur le sujet. Marcus pouvait discourir pendant des heures sur les différentes théories amoureuses, citer les philosophes anciens et modernes, analyser les poèmes romantiques avec une érudition impressionnante. Cette distinction était cruciale pour comprendre pourquoi tant de personnes érudites restent néanmoins immatures dans leur développement personnel. Le deuxième niveau de connaissance, que Spinoza appela la connaissance rationnelle, représentait un saut qualitatif énorme. À ce niveau, nous ne nous contentons plus d'accepter des informations externes, nous développons notre capacité à raisonner, à analyser, à déduire des conclusions logiques à partir de prémices vérifiables. Spinoza lui-même avait atteint ce niveau relativement tôt dans sa vie. C'était ce qui lui avait permis de déconstruire les dogmes religieux de son époque, de développer ses théories révolutionnaires sur les émotions humaines et de créer un système philosophique cohérent et rigoureux. Mais il découvrit que même ce niveau, malgré sa puissance, avait ses limitations. La connaissance rationnelle excelle à analyser et à décomposer, mais elle peine à saisir la totalité vivante des phénomènes. Elle peut expliquer l'amour en termes de mécanismes psychologiques, mais elle ne peut pas vous faire ressentir l'amour. Cette limitation devint évidente à Spinoza lors d'une expérience personnelle transformatrice. Un jour d'été 1674, alors qu'il se promenait dans les dunes près de Scheveningen, il observait le jeu complexe de la lumière sur l'océan. Soudainement, sa perception habituelle basculait dans quelque chose d'entièrement différent. Au lieu de voir l'océan comme un objet séparé de lui, Spinoza ressentit une connexion directe et vivante avec la totalité de ce qu'il observait. Les vagues, le vent, la lumière, ses propres pensées et émotions, tout cela formait une seule réalité dynamique et interconnectée. Cette expérience ne dura que quelques instants, mais elle révéla à Spinoza l'existence d'un troisième niveau de connaissance qu'il appela la connaissance intuitive. À ce niveau, nous ne pensons plus sur la réalité, nous participons directement à la réalité. Cette forme de connaissance avait des propriétés extraordinaires. Elle était immédiate, sans médiation conceptuelle, certaine, sans possibilité de doute, et transformatrice. Elle changeait l'être même de celui qui la vivait. Mais surtout, elle révélait des aspects de la réalité qui restaient invisibles aux deux premiers niveaux. Intrigué par cette expérience, Spinoza commença à étudier systématiquement les conditions qui favorisaient ce type de perception directe. Il découvrit que la connaissance intuitive ne pouvait pas être forcée ou manipulée, mais qu'elle émergeait naturellement quand certaines conditions étaient réunies. La première condition était ce qu'il appela l'apaisement du mental analytique. Tant que notre attention est entièrement absorbée par l'analyse et la comparaison, nous restons dans le domaine de la connaissance rationnelle.
La connaissance intuitive nécessite un type d'attention plus détendu et plus global. La deuxième condition était l'ouverture émotionnelle. Les états de contraction émotionnelle, peur, colère, tristesse, rétrécissent notre champ perceptuel et nous enferment dans des patterns mentaux répétitifs. La connaissance intuitive émerge plus facilement dans des états d'expansion émotionnelle, joie, amour, émerveillement. La troisième condition était la présence incarnée. La connaissance intuitive n'est pas une expérience purement mentale. Elle implique tout notre être, corps, émotion, intellect, et ce que Spinoza appelait l'essence éternelle de notre nature. Pour tester ces théories, Spinoza commença à accompagner des étudiants dans le développement de leur capacité de connaissance intuitive. L'un de ces étudiants était Johannes, un jeune homme brillant mais tourmenté qui était venu chercher auprès de Spinoza des réponses à ses questions existentielles. Johannes était exceptionnellement doué pour la connaissance rationnelle. Spinoza réalisa que Johannes utilisait son intellect comme un mécanisme de défense contre la réalité, plutôt que comme un outil de connexion avec elle. Son analyse permanente l'empêchait de ressentir directement la vie et créait une barrière entre lui et l'expérience immédiate. Le travail avec Johannes nécessita une approche complètement différente de l'enseignement philosophique traditionnel. Au lieu de donner plus de concepts à analyser, Spinoza encouragea Johannes à développer sa capacité de perception directe. Il l'invita par exemple à passer du temps chaque jour à observer la nature sans essayer de l'analyser ou de la comprendre intellectuellement. Johannes devait simplement regarder un arbre, écouter le chant des oiseaux ou sentir le vent sur sa peau en restant présent à l'expérience immédiate. Au début, Johannes trouvait cet exercice frustrant et ennuyeux. Son mental habitué à l'activité constante résistait à cette forme de réceptivité passive. Mais progressivement, quelque chose commença à changer dans sa façon de percevoir. Johannes découvrit qu'il existait une forme d'intelligence dans la nature qui ne pouvait pas être saisie par l'analyse, mais seulement par la participation directe. Cette intelligence n'était pas séparée de sa propre intelligence, elle en était la source. Cette découverte transforma radicalement la relation de Johannes avec l'existence. Son angoisse existentielle commença à se dissoudre. Non pas parce qu'il avait trouvé des réponses rationnelles à ces questions, mais parce qu'il avait découvert un niveau de réalité où ces questions perdaient leur urgence dramatique. Johannes développait ce que Spinoza appelait la sagesse participative, une forme de connaissance qui unit celui qui connaît et ce qui est connu dans une seule expérience vivante. Mais Spinoza observa que le développement de la connaissance intuitive suivait des étapes prévisibles. Il identifia ce qu'il appelait les métamorphoses de la conscience, des transformations qualitatives dans la façon dont nous percevons et nous relions à la réalité. La première métamorphose était le passage de l'identification aux pensées, à l'observation des pensées. Au lieu d'être complètement absorbés par le contenu de notre mental, nous développons la capacité d'observer nos patterns de pensée avec un certain détachement. Cette capacité d'observation créait ce que Spinoza appelait de l'espace intérieur, une dimension de notre être qui reste calme et claire, même quand nos pensées et émotions sont turbulentes. La deuxième métamorphose était le passage de la réactivité émotionnelle à la réponse créative. Au lieu de subir nos émotions comme des forces extérieures qui nous contrôlent, nous apprenons à les reconnaître comme des informations précieuses sur notre état intérieur et notre relation avec l'environnement. Cette transformation ne supprime pas les émotions, elle les raffine et les rend plus intelligentes. Nous ressentons toujours de la joie, de la tristesse, de la peur ou de la colère, mais ces émotions deviennent des alliées conscientes plutôt que des maîtres aveugles. Intrigué par cette expérience, Spinoza commença à étudier systématiquement les conditions qui favorisaient ce type de perception directe.
Il découvrit que la connaissance intuitive ne pouvait pas être forcée ou manipulée, mais qu'elle émergeait naturellement quand certaines conditions étaient réunies. La première condition était ce qu'il appela l'apaisement du mental analytique. Tant que notre attention est entièrement absorbée par l'analyse et la comparaison, nous restons dans le domaine de la connaissance rationnelle. La connaissance intuitive nécessite un type d'attention plus détendu et plus global. La deuxième condition était l'ouverture émotionnelle. Les états de contraction émotionnelle, peur, colère, tristesse, rétrécissent notre champ perceptuel et nous enferment dans des patterns mentaux répétitifs. La connaissance intuitive émerge plus facilement dans des états d'expansion émotionnelle, joie, amour, émerveillement. La troisième condition était la présence incarnée. La connaissance intuitive n'est pas une expérience purement mentale. Elle implique tout notre être, corps, émotions, intellect et ce que Spinoza appelait l'essence éternelle de notre nature. Pour tester ces théories, Spinoza commença à accompagner des étudiants dans le développement de leur capacité de connaissance intuitive. L'un de ces étudiants était Johannes, un jeune homme brillant mais tourmenté qui était venu chercher auprès de Spinoza des réponses à ses questions existentielles. Johannes était exceptionnellement doué pour la connaissance rationnelle. Spinoza réalisa que Johannes utilisait son intellect comme un mécanisme de défense contre la réalité, plutôt que comme un outil de connexion avec elle. Son analyse permanente l'empêchait de ressentir directement la vie et créait une barrière entre lui et l'expérience immédiate. Le travail avec Johannes nécessita une approche complètement différente de l'enseignement philosophique traditionnel. Au lieu de donner plus de concepts à analyser, Spinoza encouragea Johannes à développer sa capacité de perception directe. Il l'invita par exemple à passer du temps chaque jour à observer la nature sans essayer de l'analyser ou de la comprendre intellectuellement. Johannes devait simplement regarder un arbre, écouter le chant des oiseaux ou sentir le vent sur sa peau en restant présent à l'expérience immédiate. Au début, Johannes trouvait cet exercice frustrant et ennuyeux. Son mental habitué à l'activité constante résistait à cette forme de réceptivité passive. Mais progressivement, quelque chose commença à changer dans sa façon de percevoir. Johannes découvrit qu'il existait une forme d'intelligence dans la nature qui ne pouvait pas être saisie par l'analyse, mais seulement par la participation directe. Cette intelligence n'était pas séparée de sa propre intelligence, elle en était la source. Cette découverte transforma radicalement la relation de Johannes avec l'existence. Son angoisse existentielle commença à se dissoudre. Non pas parce qu'il avait trouvé des réponses rationnelles à ces questions, mais parce qu'il avait découvert un niveau de réalité où ces questions perdaient leur urgence dramatique. Johannes développait ce que Spinoza appelait la sagesse participative, une forme de connaissance qui unit celui qui connaît et ce qui est connu dans une seule expérience vivante. Mais Spinoza observa que le développement de la connaissance intuitive suivait des étapes prévisibles. Il identifia ce qu'il appelait les métamorphoses de la conscience, des transformations qualitatives dans la façon dont nous percevons et nous relions à la réalité. La première métamorphose était le passage de l'identification aux pensées, à l'observation des pensées. Au lieu d'être complètement absorbés par le contenu de notre mental, nous développons la capacité d'observer nos patterns de pensée avec un certain détachement. Cette capacité d'observation créait ce que Spinoza appelait de l'espace intérieur, une dimension de notre être qui reste calme et claire, même quand nos pensées et émotions sont turbulentes. La deuxième métamorphose était le passage de la réactivité émotionnelle à la réponse créative. Au lieu de subir nos émotions comme des forces extérieures qui nous contrôlent, nous apprenons à les reconnaître comme des informations précieuses sur notre état intérieur et notre relation avec l'environnement. Cette transformation ne supprime pas les émotions, elle les raffine et les rend plus intelligentes.
Nous ressentons toujours de la joie, de la tristesse, de la peur ou de la colère, mais ces émotions deviennent des alliées conscientes plutôt que des maîtres aveugles.